Le son des voix est puissant, riche, animé. Une vague d'agitation se propage au hasard et une poignée de curieux est rassemblée le long d'une rue à sens unique, un couloir bordé d'allées qui descendent vers des parkings d'immeubles. Sans les gyrophares des voitures de patrouille, la ruelle serait chaude et plongée dans une obscurité épaisse. L'arrière des voitures, ailes chromées et peintures satinées, capture des scintillements kaléidoscopiques, et les yeux écarquillés virent du rouge cerise au bleu saphir à mesure que les voitures de police se positionnent en travers de la rue et bloquent tout passage. À gauche et à droite se trouvent des hôpitaux, celui des anciens combattants et le centre universitaire, et devant se dresse le pont de South Claiborne Avenue. Mais il règne ici, parmi le réseau d'artères et de veines dont le flot s'écoule d'ordinaire sans entrave, une certaine activité et personne ne sait ce qui se passe. Les agents font reculer les badauds en quête de sensations fortes, les entassant derrière une barrière érigée à la hâte. Et lorsqu'une lampe à arc dont le faisceau est suffisamment large pour permettre d'identifier le moindre véhicule garé dans l'allée est fixée au toit d'une voiture, les curieux commencent à comprendre la source de cette soudaine présence policière. Un chien du voisinage se met à aboyer, et, comme en écho, 3 ou 4 autres se joignent à lui quelque part sur la droite. Ils hurlent à l'unisson pour des raisons connues d'eux seuls. Au niveau de la 3e entrée en partant de Claiborne Avenue, une voiture mal garée rompt l'alignement formé par les autres véhicules. Sa position indique qu'elle a été stationnée à la hâte, ou peut-être que son chauffeur se moquait d'être en harmonie avec la perspective et la conformité linéaire. Et bien que le laveur de voitures qui arpente cette allée, entretenant les automobiles, polissant phares et capots pour 25 cents de pourboire, ait vu cette voiture 3 jours d'affilée, il a attendu de regarder à l'intérieur avant d'appeler la police. Muni d'une bonne lampe torche, il a collé son visage au déflecteur arrière-gauche et inspecté le luxueux intérieur, prenant soin de ne pas toucher les flancs blancs des pneus avec ses sales godasses trouées. Ce n'était pas une voiture ordinaire. Quelque chose en elle l'avait attiré. De nouveaux badauds étaient arrivés, et environ une demi-rue plus loin, des gens avaient ouvert les fenêtres et les portes d'une maison où une fête était donnée, laissant s'en échapper de la musique et une odeur de poulet frit et de noix de pécan grillées. Et lorsqu'une Buick banalisée arriva et qu'un homme du bureau du légiste en descendit et s'approcha de l'allée, la foule commençait à être conséquente. Peut-être 25 personnes, peut-être 30. Et la musique, nos syncopes humaines, était aussi bonne ce soir-là que les autres soirs. L'odeur de poulet rappela à l'homme un endroit, une époque, qu'il n'arriva pas à identifier sur le coup. Et il se mit alors à pleuvoir paresseusement. Une pluie de fin d'été qui ne semblait rien mouiller, le genre de pluie dont personne n'avait envie de se plaindre. L'été avait été torride, une sorte de douce violence, et tout le monde se souvenait de la puanteur lorsque les collecteurs avaient refoulé l'eau de pluie la dernière semaine de juillet et que celle-ci avait débordé dans les caniveaux. Elle s'était évaporée, les mouches étaient arrivées et les gosses qui jouaient dans la rue étaient tombés malades. La température avait grimpé jusqu'à 32, puis 35, et quand elle avait atteint les 38 degrés et que les habitants avaient eu les poumons si desséchés qu'ils n'arrivaient plus à respirer, ça avait été un vrai cauchemar. Et ils avaient cessé d'aller au travail pour rester chez eux à prendre des douches ou rester allongés par terre, la tête recouverte jusqu'aux yeux de serviettes humides, pliées et remplies de glace pilée. L'homme du bureau du légiste approcha. D'une petite quarantaine d'années, son nom était Jim Emerson. Il aimait collectionner les cartes de baseball et regarder les films des Marx Brothers, mais il passait le reste de son temps accroupi auprès des cadavres, tentant de tirer des conclusions. Il avait l'air aussi paresseux que la pluie, et on sentait à sa façon de se déplacer qu'il savait qu'il n'était pas le bienvenu. Il ne connaissait rien aux voitures, mais ils effectueraient une recherche le lendemain matin et découvriraient, comme l'avait deviné le laveur de voitures, que ce n'était pas un véhicule ordinaire. Une Mercury Turnpike Cruiser, construite par Ford sous le nom de XM en 1956, commercialisée en 1957. Moteur V8, 290 chevaux à 4600 tours minute, transmission Mercomatic, 3,10 m d'empattement, 1920 kg. Celle-ci était l'un des 16 000 modèles construits avec un toit rigide, mais elle arborait des plaques de Louisiane, plaques qui auraient dû se trouver sur une Chrysler Valiant de 1969 qui avait reçu sa dernière contravention pour une infraction mineure à Brookhaven, Mississippi, 7 ans plus tôt.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.